Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à cette causerie sur l'économie sociale co-développée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal. Je me présente, je suis Julie Desjardins, directrice Affaires publiques à la Chambre, et je serai ce midi votre maître de cérémonie. Vous êtes invités à commenter la causerie d'aujourd'hui sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics Relançons Montréal et Économie sociale. La causerie d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'événements et d'activités virtuelles organisées dans le cadre du mouvement économique métropolitain Relançons Montréal. La Chambre tient à remercier les nombreux partenaires mobilisés pour cette causerie, pour ce mouvement et ultimement pour la réussite de la relance économique. Veuillez noter que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la causerie via le menu de questions-réponses situé en bas de votre fenêtre Zoom. Ces questions seront abordées en fin d'événement. Si vous souhaitez partager vos commentaires, nous vous invitons à nous les transmettre dans la section chat. Sachez également que ces espaces d'échange sont modérés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial et du design, Mme Anile Côté, directrice générale du Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal, le CESIM, M. Jean-Emmanuel Arsenault, directeur général d'Axia Services, Mme Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier, M. Benoît de Perlongue, directeur général et entrepreneur social engagé de la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, M. Jean-François Lalonde, directeur général de PME Montréal Centre-Est, et Mme Marika Vasquez Tagliero, coordonnatrice et cofondatrice des Valoristes coopératives de solidarité. Mais avant toute chose, j'inviterai M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, à mettre la table pour les discussions de ce midi. Monsieur Leblanc, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Très content qu'on poursuive avec ce grand mouvement qui est Relançons Montréal. Je remercie beaucoup Anile Côté d'être avec nous et d'animer ce panel aujourd'hui et tous les panélistes qui ont accepté. Je reviens rapidement sur Relançons Montréal. Tous ceux qui nous ont suivis depuis, ça commence à faire un petit bout de temps, depuis septembre dernier, ont bien compris, je pense, qu'on a essayé de faire tous ensemble, c'est de se préparer à cet immense effort qu'on va avoir à faire ensemble, qui est relancer l'économie, relancer la métropole. Et on l'a fait depuis plusieurs mois en impliquant le plus de monde possible. Durant tout l'automne dernier, on a fait des forums où on discutait de plans d'action qu'on avait développés. Et l'objectif à ce moment-là, c'était de s'assurer qu'on identifie les bonnes priorités et qu'on interpelle les gouvernements, les partenaires pour qu'on amorce, si on veut, le plan d'action, les actions qu'on va devoir réaliser dans les prochains mois. Est arrivée cette grande deuxième vague dont on est en train de sortir doucement, qui est venue retarder un peu les pronostics initiaux qu'on avait. On pensait que dès le début de 2021, il y aurait déjà des actions concrètes qui seraient réalisées. On a bien vu qu'au niveau du gouvernement fédéral, on s'était dit, eux, ils ont dit, c'est dans le prochain budget, celui dans quelques semaines, qu'on va identifier les sommes d'argent pour amorcer cette relance du point de vue de l'effort fédéral. À Québec, on était déjà prêt dès l'automne dernier et la Ville de Montréal n'avait pas tardé non plus, avait déjà fait connaître son plan de relance. À travers tout cet exercice, on avait identifié des secteurs et on avait identifié aussi le centre-ville. Mais on s'était dit depuis le début, à un moment donné, il va falloir qu'on discute du rôle de l'économie sociale qui est clé. Et je veux faire un lien avec un exercice qu'on a fait dans le passé. On s'en rappelle, Je vois Montréal. Et Je vois Montréal avait été un moment où on avait tenté de réunir à la fois l'économie dite sociale, l'économie dite traditionnelle, et de se dire comment est-ce qu'on amorce une dynamique de relance. En fait, à l'époque, c'était carrément retrouver un momentum pour Montréal. On est un peu là aujourd'hui à se dire comment on doit travailler ensemble. Et j'ai très hâte d'entendre le panel qui va parler de cas concrets, qui va identifier des actions concrètes et qui va nous aider à bien comprendre comment on devrait envisager les prochains mois, la prochaine année et des défis à relever. Je suis très heureux aussi que Luc Rabouin soit avec nous. Luc a été un fidèle tout l'automne. On s'est vu très souvent
où on a eu l'occasion d'identifier ensemble, du point de vue de la Ville de Montréal, des actions que la Ville de Montréal prévoyait mettre en œuvre ou des nouvelles actions à envisager. Et je trouve que c'est très à propos aujourd'hui d'avoir Luc aussi qui ouvre notre événement, parce que Luc a eu un pied dans sa carrière dans tous les milieux, en économie, appelons-la dite traditionnelle, dans le mouvement Desjardins, mais également aussi dans l'économie sociale. Et pour moi, c'est l'exemple même de ce qu'on veut accomplir. Je terminerai simplement ma mise en bouche en disant que le milieu des affaires, depuis plusieurs années, est extrêmement conscient du rôle de l'économie sociale. Le milieu des affaires est engagé, peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais moi, je rencontre des dirigeants qui, au niveau à la fois d'une philanthropie, veulent une philanthropie d'affaires, au niveau d'un engagement corporatif, veulent que leurs entreprises, leurs organisations aient des liens avec l'économie sociale et qu'au niveau de leur personnel, ils vont encourager leur personnel à s'investir, à s'engager dans des organisations qui pourraient bénéficier de leur expertise. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on met la table pour une initiative qui est notre immense relance de Montréal et on va devoir compter sur l'expertise des spécialistes de l'économie sociale que vous êtes, tous ceux qui sont sur ce panel, mais tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je terminerai rapidement cette mise en bouche en cédant la parole à mon ami Luc. Luc, je te laisse le plancher. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité à vous dire quelques mots à l'occasion de cette causerie virtuelle portant sur la contribution de l'économie sociale à la relance de Montréal. Je tiens tout d'abord à féliciter la Chambre de commerce pour évidemment tout l'exercice de mobilisation. Montréal se distingue des autres grandes villes, pas juste au Canada, mais dans le monde, par notre mobilisation collective exceptionnelle. Et Michel et la Chambre ont joué un rôle très important. Là, je l'en remercie. Mais je tiens aussi à le féliciter pour organiser cet événement-là parce que, historiquement, l'économie sociale, c'est souvent considéré comme un secteur économique, disons qu'on sous-estime la portée de l'économie sociale, disons plus traditionnellement. Pourtant, on parle de 2800 entreprises, des coopératives, des mutuelles, des organismes à but non lucratif. On parle de 67 000 emplois là, pour la région métropolitaine et des revenus générés de 12 milliards annuellement. Donc, ce n'est pas rien. Mais l'économie sociale, ce n'est pas vraiment un secteur d'activité économique, c'est plutôt une manière d'entreprendre où la propriété est collective et les visées sont autant sociales qu'économiques. Les entreprises collectives visent à répondre aux besoins de leurs membres ou de la collectivité dans laquelle elles s'impliquent. Elles sont présentes dans tous les secteurs, allant des services aux personnes, aux technologies, en passant par la culture, les services alimentaires, la finance, l'habitation ou l'environnement. On connaît les entreprises, mais on ne sait pas toujours qu'il s'agit d'entreprises d'économie sociale. Par exemple, saviez-vous que l'ATOU, les 7 doigts de la main qui rayonnent partout dans le monde, le cinéma Beaubien, le restaurant Robin des Bois sur le boulevard Saint-Laurent, les friperies Renaissance, le Taz, moi j'ai un ado qui fait du skate, il connaît bien le Taz, la Société de développement Angus, les centres de la petite enfance, le Grand Costumier, Incertec, le Café Campus, le Lion d'Or, la Pépinière Espace Collectif, la Société des arts technologiques, les coops d'habitation. Saviez-vous que c'était toutes des entreprises d'économie sociale? Probablement. Pendant la pandémie, il y a plusieurs citoyens qui ont découvert les entreprises d'économie sociale parce que plusieurs étaient présentes sur le terrain avec nous afin d'aider les personnes les plus vulnérables, notamment pour la préparation de repas ou la production de couvre-visage avec les couturières, la coop des couturières. Je sais que le directeur de cuisine collective Hochelaga Maisonneuve est parmi vos conférenciers, donc je vais en profiter pour le saluer et le remercier. Et aussi pour remercier toutes les entreprises d'économie sociale qui ont été d'une aide absolument essentielle depuis le début de la crise sanitaire. Pour nous, la contribution de l'économie sociale est importante. S'inscrit dans le cadre d'une relance verte et inclusive. Lorsqu'on a mis en place, la mairesse a mis en place un comité consultatif auquel Michel a participé. La mairesse a tenu à ce qu'il y ait une représentante de l'économie sociale sur le comité consultatif et cette fonction est assumée par Mme Edith Cyr, qui est la présidente
du Conseil de l'économie sociale et qui est aussi parmi les conférencières aujourd'hui. Donc, j'en profite aussi pour la saluer et la remercier de son implication. Au cours des dernières années, la Ville a ajouté des ressources au sein du réseau PME Montréal pour renforcer l'accompagnement et le financement des entreprises collectives. Pendant la pandémie, on a assoupli les critères d'accès aux subventions disponibles pour les entreprises. On a même ajouté 1,7 million pour aider les entreprises collectives à passer à travers la crise. On a aussi soutenu des initiatives visant l'accompagnement des entreprises, notamment le programme Impulsion Relance, qui est piloté par le CESIM. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger la semaine dernière avec une douzaine d'entrepreneurs qui ont participé au programme pour vraiment entendre leur réalité, la situation actuelle et la pertinence de ce type d'accompagnement. Je l'ai dit bien candidement, j'avais besoin d'être convaincu, mais ils m'ont convaincu que l'accompagnement était aussi essentiel, pas seulement le financement. Et je veux dire que la crise sanitaire et économique actuelle nous pousse à relever des défis, mais elle nous offre aussi une occasion unique de repenser le développement économique de Montréal. On le dit depuis le début, on veut laisser personne derrière, on veut que la relance soit verte et inclusive, et on remarque que cette idée-là, même si on regarde les principes derrière la démarche Relançons Montréal, on voit qu'il y a un large consensus à Montréal sur ces principes-là, sur le fait qu'on doit saisir cette occasion pour avoir une relance vraiment verte et inclusive. Donc, à titre de responsable du développement économique, je suis vraiment fier d'avoir positionné l'économie sociale au cœur du plan de relance de Montréal. On l'a annoncé en décembre dernier. La Ville investit 60 millions pour la relance. C'est important, c'est sans précédent pour Montréal de mettre 60 millions dans sa relance économique. Et 6 millions est réservé à l'économie sociale. C'est 10% de notre budget. C'est énorme en proportion, là, si on compare avec les... Je pense qu'on ne verra pas ça ailleurs dans d'autres villes. Et en plus, on sait que l'économie sociale, ce n'est pas un secteur spécifique. Donc, on va retrouver aussi des entreprises d'économie sociale dans la relance du centre-ville, dans le 10 millions qu'on a annoncé pour le centre-ville. Il y aura certainement des entreprises d'économie sociale qui vont être mises à contribution. Dans le volet autonomie alimentaire et agriculture urbaine, il va y avoir aussi des entreprises d'économie sociale. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment transversale et au cœur de notre plan de relance. Montréal est dans le top 3 des grandes villes mondiales en aérospatiale. On est dans le top 20 des meilleurs écosystèmes d'appui aux startups techno, mais on est probablement la meilleure ville au monde pour développer des entreprises d'économie sociale, sauf qu'on n'a pas de système de classement pour nous le prouver. En conclusion, je veux réaffirmer que nous avons la ferme volonté de continuer à accorder une place importante à l'économie sociale parce que pour nous, la relance verte et inclusive, c'est beaucoup plus qu'un slogan. Nous comptons évidemment sur la collaboration de tous les acteurs, le CESIM, le réseau PME Montréal, le réseau de la finance solidaire et les entrepreneurs collectifs pour arriver à contribuer à cette relance. Je vous remercie de votre invitation et je vous souhaite de fructueux échanges. Je ne pourrai pas rester tout le long parce qu'on est en ce moment en conseil municipal. Je vais devoir retourner dans quelques minutes. Merci. Merci, Luc. Merci. Je t'écoutais avec attention, puis à un moment donné, tu y as fait référence et je me disais, moi, dans mon petit wrap-up d'introduction, je veux juste dire à tout le monde que dans le cadre du mouvement Relançons Montréal, vous l'avez peut-être vu, mais peut-être pas, il est ressorti clairement, Luc il a fait référence, des principes qui devraient nous guider. Et j'invite tout le monde, et on va mettre, là, il y a des gens qui nous écoutent, on va vous mettre le lien. Je vous invite tout le monde à aller voir ces principes, cette déclaration de principes qui devrait guider Relançons Montréal, parce que je pense que ces principes-là sont entre autres au cœur de beaucoup d'entreprises d'économie sociale, de raisons d'être d'économie sociale. Luc y a fait allusion, là. Le premier principe, c'est une relance centrée sur l'humain. Et c'est clair que dans les grandes entreprises, dans les petites, dans toute la société, on s'est bien aperçu à quel point l'humain avait été au cœur des décisions de santé qu'on a prises durant la pandémie. Mais au sortir de la pandémie avec cette relance, il faut qu'on garde le focus sur l'humain encore. Et Luc a fait référence, on la veut inclusive, on la veut verte, on la veut locale. On a parlé beaucoup d'économie locale, d'achat local, mais on la veut aussi qui reste ouverte sur le monde. Une des grandes forces de Montréal, c'est qu'on est une ville internationale ouverte sur le monde et la relance doit autant favoriser une prise de conscience de la valeur de l'achat local, de l'économie locale, que de ses liens avec le reste du monde. On la veut tourner vers l'avenir, cette relance.
Et tourner vers l'avenir, dans bien des cas, ce sont des solutions qui passent par l'innovation en économie sociale, pas par l'innovation seulement en produits et en services dans l'économie dite traditionnelle. Et puis finalement, et je pense que c'est ça la plus grande base, le plus grand pilier de l'économie sociale, la relance, elle sera fondée sur l'engagement de tous, si on la veut forte, si on veut qu'elle réussisse. Donc, le premier message qu'on doit tous se lancer, c'est que cette relance-là, il faut qu'elle serve à tout le monde et pour qu'on y arrive, il faut qu'on s'engage tous. Sur ce, je vais être à l'écoute. Je nous souhaite une excellente discussion et j'ai bien hâte d'entendre Anil Côté qui va nous présenter l'état des lieux. Je vous cède la parole. Je pense que c'est à Julie de reprendre le contrôle. Oui, merci, M. Leblanc. Merci, M. Rabouin, d'avoir été avec nous ce midi. Donc, j'invite maintenant, effectivement, Mme Anil Côté pour vous présenter le secteur ainsi qu'introduire la conversation avec les panélistes de ce midi. Mme Côté, la parole est à vous. Merci, Julie. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'animer cette causerie virtuelle sur l'économie sociale avec des experts chevronnés et des entreprises d'économie sociale montréalaises. On a déjà eu une introduction très convaincante, beaucoup d'exemples, mais je vais me permettre quand même, avant de rejoindre mes invités, de réitérer certains des chiffres clés pour démontrer l'ampleur de l'économie sociale sur le territoire montréalais. Ces chiffres-là sont tirés du portrait statistique de l'économie sociale qui a été mené par l'Institut de la statistique du Québec, dont on le disait, 2780 entreprises d'économie sociale. Si l'économie sociale cessait ses activités demain, on serait tous durement touchés, je dirais personnellement, mais aussi collectivement par le fait que les entreprises d'économie sociale ne fonctionnent plus. On l'a vu évidemment dans le contexte de la pandémie, mais beaucoup de ces entreprises-là étaient également dans les services essentiels. Donc, je le disais, 2780 entreprises d'économie sociale. En fait, 25% des entreprises d'économie sociale québécoises sont situées sur le territoire montréalais. Plus de 67 000 emplois qui sont maintenus chaque année par l'économie sociale et des revenus d'11,7 milliards chaque année. À l'échelle du Québec, c'est plus que 40 milliards et en fait, c'est plus que le secteur de la construction, des mines et de l'aéronautique confondus. Donc, on pense souvent que l'économie sociale est quelque chose de marginal, mais comme on le voit, c'est extrêmement bien établi. M. Rabouin en a fait mention tout à l'heure, on est même reconnu à l'international pour le dynamisme de l'économie sociale. On a évoqué quelques exemples, en fait, M. Rabouin en a évoqué plusieurs. Je me permets d'en citer 3 autres dans des secteurs peut-être qu'on a moins touchés. Quand on pense à l'économie sociale, je vous donne 3 exemples peut-être du quotidien. Lorsque vous fréquentez, on parle beaucoup du centre-ville, des établissements, des bibliothèques, des organismes culturels, mais sachez que l'accès gratuit sans fil, le Wi-Fi, et grâce à une entreprise d'économie sociale qui s'appelle ZAP Coop de solidarité. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, qu'on a accès gratuit sans fil, mais je vous rappelle qu'il y a une douzaine d'années, ce n'était pas si clair que ça que cet accès sans fil gratuit serait disponible pour tous. Donc, on peut compter sur une coopérative de solidarité. On a aussi, pour ceux qui, pendant la belle saison, utilisent les Bixi, sachez que l'entretien et les réparations des Bixi sont faites par une entreprise d'économie sociale qui s'appelle Cyclochrome et qui permet à des jeunes à risque de décrochage scolaire de poursuivre leur formation tout en, évidemment, apprenant la mécanique vélo. Et peut-être un 3e exemple pour ceux qui sont des adeptes du cinéma, bien qu'on en souffre beaucoup actuellement, quand vous fréquentez le cinéma Beaubien, le cinéma du parc, le cinéma du musée, eh bien, il s'agit aussi d'une entreprise d'économie sociale. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces entreprises? M. Rabouin l'a évoqué. En fait, l'économie sociale, c'est le modèle d'affaires des organismes à but non lucratif, des coopératives et des mutuelles qui ont une activité économique. Et ce qui je dirais, les caractérise, il y a plusieurs principes. On va en évoquer quelques-uns et je me permets de faire quand même le parallèle avec la déclaration de principe qui a été évoquée par M. Leblanc tout à l'heure. Évidemment, un des premiers principes de l'économie sociale, c'est l'humain qui est au cœur de la mission des entreprises d'économie sociale. Donc, ce qui est visé n'est pas nécessairement la recherche du profit,
mais évidemment que ce soit de remplir une mission. Je dis souvent que l'économie sociale, c'est une économie de transformation sociale. Donc, l'objectif est un changement social et non pas une recherche de profit. On l'a vu, la pandémie a également accru les inégalités, accru la précarité pour certaines personnes. Et donc, l'économie sociale, en fait, s'adresse directement aux inégalités à la source, parce que si on regarde la mission des entreprises d'économie sociale, on regarde toujours cette question d'accessibilité. On parle d'accessibilité à la culture, à un logement, à l'alimentation. Donc, c'est cette idée que tous aient accès. Donc, on travaille vraiment au niveau des inégalités. On l'a vu d'ailleurs, ces inégalités-là sont de plus en plus grandes. La pandémie les a exacerbées. On a notamment vu avec un rapport de Oxfam il y a quelques semaines sur le virus des inégalités, où on expliquait que les 1000 milliardaires les plus fortunés ont retrouvé leur niveau de richesse qui était le leur avant la pandémie en 9 mois seulement. Pour les personnes les plus pauvres, elles mettront jusqu'à parfois 10 ans à retrouver leur même niveau de vie. Donc, je pense que c'est une question qu'on doit prendre, qu'on doit s'occuper, et dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, l'économie sociale, c'est une prise en charge par la collectivité et c'est de vraiment répondre à des besoins de la communauté. C'est aussi un modèle qui est basé sur la croissance juste et respectueuse de l'environnement. Et donc, avec les défis au niveau environnementaux que l'on a, l'économie sociale, avec cette mission sociale et cet équilibre entre cette mission sociale et ses retombées économiques, est un outil tout à fait, je dirais, approprié lorsqu'on pense à des nouveaux modèles de développement. L'économie sociale, M. Leblanc en a parlé tout à l'heure, c'est une économie qui est locale. En fait, à Montréal, c'est 70% des entreprises qui ont leur clientèle sur l'île de Montréal. Mais moi, je dis souvent que l'économie sociale, c'est plus que local, parce que $1 investi en économie sociale en vaut 2. Un pour évidemment le produit et service que vous achetez, mais le deuxième pour les retombées que vous avez dans la communauté. On a parlé de plusieurs exemples tout à l'heure, mais on peut penser justement à Cyclochrome ou même au magasin Renaissance qui permettent à des gens éloignés du marché du travail de retrouver un emploi. Peut-être en terminant, ce que ça permet aussi l'économie sociale, c'est la création d'un capital collectif. On le dit souvent, une entreprise d'économie sociale ne peut pas être vendue, ne sera pas délocalisée, bien qu'elle soit ouverte sur le monde et qu'on peut, je dirais, partager ces expertises-là, mais elle reste profondément ancrée dans sa communauté et tous les surplus seront redistribués dans la communauté ou pour répondre à la mission de l'économie sociale. Évidemment, le modèle de l'économie sociale, et on en parlait, c'est la participation de tous et de toutes. Et en ce sens-là, la gouvernance, on parle des entreprises d'économie sociale comme des entreprises collectives. Donc, ce n'est pas le capital investi qui compte, mais bien la personne. Donc, c'est toujours un membre, un vote, donc une participation qui est collective à la fondation et au développement des entreprises d'économie sociale. En conclusion, pourquoi l'économie sociale est une solution toute désignée pour la relance? Bien, en fait, parce qu'elle répond tout à fait aux 6 principes de Relançons Montréal. On les voit affichés à l'écran et pendant qu'on les voit affichés à l'écran, j'inviterai mes invités à se joindre à moi pour poursuivre la discussion sur l'économie sociale. Donc, voilà, je ne sais pas si mes invités vont se joindre, mais peut-être dire en commençant que l'économie sociale est un modèle qui est reconnu pour sa résilience et qui, je dirais même, performe encore plus en période de crise. Donc, on l'a vu avec notamment la crise de 2008. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec des gens qui ont fait preuve de cette résilience-là au sein de leur entreprise. Bonjour à vous tous. Bonjour. 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 Et je commencerai peut-être avec vous, Jean-François Lalonde, directeur de PME Montréal Centre-Est. Vous accompagnez au quotidien les entreprises d'économie sociale parce que vous êtes un service de première ligne pour les entreprises. Comment diriez-vous que les entreprises se sortent de la crise? C'est quoi votre évaluation depuis la dernière année?
Depuis la dernière année, elles ont vécu des grandes difficultés. Elles ont dû faire preuve d'agilité et de beaucoup de souplesse. Bon, c'est clair qu'il y a certains secteurs, là, ils ont été nommés tout à l'heure auparavant, comme la culture, sport, loisirs, restauration, durement touchés de par les fermetures par décret. Mais d'autres entreprises, en fait, se sont bien tirées d'affaire et certaines ont même adapté, changé leur processus de production, ajouté un volet sanitaire pour permettre, proposer des solutions d'affaires et des produits de services directement liés à la crise actuelle. Donc, il y a, je vous dirais, encore une fois, les entreprises d'économie sociale ont généré des solutions innovantes au niveau local, tout en favorisant la cohésion sociale. Donc, je ne répéterai pas ce qui a été dit là, par vous et les deux, par M. Rabouin et M. Leblanc, mais il est clair, en fait, là, que le fait qu'elles sont ancrées dans leur milieu, qu'elles ont une capacité rapide, en fait, de pouvoir une capacité rapide de répondre à des besoins sociaux, environnementaux et économiques, puis en même temps de mobiliser en fait leur communauté, ça leur donne un avantage plus en fait en termes là, de résultats. Et en fait, je céderais la parole peut-être à Benoît, qui était dans les services essentiels au moment où on a eu la première vague de la pandémie et qui, d'un côté, a vu la demande exploser en termes de besoins au niveau alimentaire et du même coup, des revenus de services traiteurs fondre. Comment vous vous êtes retourné pour arriver à justement répondre aux besoins rapidement? Bonjour Anil, merci. Effectivement, tout s'est fermé, hein, les activités de traiteurs, de cafétéria, résidences touristiques, tout s'est arrêté. Et en même temps, on n'a pas créé de besoins, on a répondu à des besoins. La communauté nous a demandé de développer sur une scène un réseau de distribution et de production de sécurité alimentaire en milieu HLM et dans des organismes communautaires qui n'étaient pas capables de répondre à cette commande-là. Donc, une perte complète de notre chiffre d'affaires et de l'autre côté, devoir répondre à un besoin croissant de la communauté, créer des partenariats d'affaires de façon différente. Mais surtout, le plus gros enjeu qu'on avait, c'était notre entreprise d'insertion socio-professionnelle qui perdait toute la notion du pourquoi les gens sont en cuisine en apprentissage. Il n'y avait plus rien à produire. Donc, il a fallu transformer notre modèle de formation pour que les apprenants qu'on aide dans la société deviennent des gens qui aident dans la société avec ce qu'ils produisent en alimentation. À côté de ça, c'est aussi un réseau d'affaires qui s'est créé via un regroupement qui s'appelle la Cantine pour tous, qui a été capable, en partenariat avec la ville, de desservir un peu plus de 260 000 repas aux itinérants du jour au lendemain. Donc, c'est beaucoup d'agilité collective. Il y a la cuisine, mais il y a tout un réseau d'affaires et de partenariats qui est autour de tout ça. Sur Montréal, les entreprises d'insertion qui sont mobilisées, c'est aussi 9 secteurs d'activité, hein, c'est 31 sous-secteurs d'activité économique. C'est des choses qui sont importantes, qui se sont mises en marche. On a été assez agile, je dirais. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Emmanuel, vous avez été aussi dans les services essentiels. Vous êtes en entretien ménager commercial, une entreprise adaptée. Comment vous avez fait face à cette crise-là? Bien, nous, le principal aspect a été la sécurité des employés. Dans les services essentiels où que les gens avaient toujours à se déplacer, toujours à aller sur les contrats, donc à côtoyer des gens, la première importance était de mettre en place un peu la cellule de crise pour répondre à nos clients. Parce que je ne veux pas, nous, on a très peu arrêté. Le mois d'avril a été au ralenti, après ça, la demande a explosé. Autant de nos clients qui restaient ouverts que des nouveaux clients avaient besoin de services. Donc, tout a été mis au début sur la sécurité. Vraiment, là, les équipements de protection individuelle. Nous, la mission, c'est de créer des emplois pour les personnes qui ont des limitations. Donc, nos employés avaient un taux d'anxiété sûrement plus élevé. Déjà que le taux au Québec devait être élevé, nos employés, c'était peut-être encore pire. Donc, on a ajouté des ressources au niveau des ressources humaines, au niveau des intervenants, pour que tout le monde soit confortable à continuer à travailler. On a eu une très bonne réponse de tous les employés. C'est le taux de la collaboration, le taux d'adhésion a été très positif. Donc, on a pu maintenir des services et encore aujourd'hui, on est en surdemande. Par rapport à on a beaucoup de demandes. Nous, on fait de l'entretien ménager, on a aussi une agence de sécurité et on fait de l'emballage alimentaire. C'est 3 secteurs essentiels et les 3 secteurs n'ont pas arrêté. Donc, ça a été, oui, beaucoup d'adaptation, surtout pour faire face à toutes les circonstances sanitaires.
pour être certain qu'on ne voulait surtout pas construire des foyers d'éclosion. Personne ne veut ça, toute entreprise confondue, mais ça a été vraiment l'aspect le plus important. Tout à fait. Il faut le mentionner, en plus de 700 employés également. Marika, vous êtes à la coop Les Valoristes, vous récupérez les contenants consignés, en fait, les valoristes récupèrent les contenants consignés. Il y a eu tout aussi une crise au moment où les détaillants refusaient de récupérer les contenants consignés pendant plusieurs semaines. Comment vous avez dû vous retourner pour faire face à cette situation-là? Oui, alors la grande partie de notre clientèle qui sont les valoristes, c'est essentiellement des gens qui ramassent des contenants consignés qui sont par leur propre consommation et qui normalement sont des gens qui ont difficulté à arrondir la fin du mois. Ils font cette activité-là pour pouvoir arrondir la fin du mois. Et avec la pandémie, beaucoup de gens ont fait cette activité pendant un bout. Fait que voilà, oui, les détaillants ont arrêté de ramasser des contenants à partir du mois de mars. Nous, on était encore fermés parce qu'on a un point de dépôt où on fait la collecte, le tri et les remboursements des contenants consignés, que c'est d'ailleurs une chose unique au Québec. C'est pas qu'on prend des dons, non, on reçoit les gens et on rembourse les contenants. Fait que on a réussi à ouvrir un petit peu plus tôt que d'habitude notre dépôt sous le pont Jacques-Cartier, que c'est un dépôt estival. Puis voilà, les détaillants n'étaient pas encore ouverts. On n'a pas pu annoncer à toute la communauté citoyenne, entreprise, Facebook, etc. On a annoncé vraiment à nos membres que notre service était ouvert. De là, la bouche-oreille, c'était complètement fou. On était vraiment en demande, c'était vraiment particulier. On avait dans une période d'1 mois, on a 4 jours par semaine, là, on a ramassé 1 million de contenants. On a ramassé, trié et remboursé 1 million de contenants consignés. C'est comme 80 000 contenants par jour. C'était vraiment quelque chose de fou, énorme. Et on a fini la saison en retournant, on a été là 4 mois. On a fini la saison en retournant à la communauté 215 000 $ en remboursement des contenants consignés. Et dites-moi, quel est le profil des valoristes qui, en fait, sont membres de la coopérative? Mais en fait, c'est un panoplie de différentes personnes qui font cette activité-là. Comme j'avais dit, essentiellement, c'est des gens qui ramassent des contenants qui ne sont pas leur propre consommation, mais la majorité, c'est vraiment parce qu'ils ont besoin d'arrondir la fin du mois. Mais vous avez des gens qui sont en retraite, qui vont faire ça pour avoir une activité. Vous avez des gens qui ont perdu leur job à cause de la pandémie. C'est arrivé beaucoup d'ailleurs. On a reçu des gens qu'on ne connaissait pas, il y a eu plein, mais qui revenaient après et dire « Oh, vous n'allez plus me voir parce que j'ai réussi à reprendre ma job. » Tu sais? Fait qu'il y a des gens qui vont le faire pendant une petite période. Il y a des gens qui vont le faire qui le font pendant des années. Il y a des gens qui n'arrivent pas à retourner au marché de l'emploi parce qu'ils ont des contraintes avec la formule du marché de l'emploi. Alors, le travail des collectes des contenants consignés, pour eux, c'est flexible. Ils peuvent le travailler quand ils se sentent bien, quand ils ont le temps, les moments qu'ils connaissent sont meilleurs. Il y a des gens qui ont des ententes avec des entreprises qui font des échanges de services, nettoient l'arrière ou l'avant de les commerces. Donc, vraiment, une variété de profils, mais franchement, bravo pour une collecte de 1 million de contenants en si peu de temps. Une chose en commun, par exemple, tout le monde le fait pour améliorer leur qualité de vie. Effectivement, et ça améliore la qualité de vie, pas seulement la leur, mais la nôtre également. Edith, je retourne vers vous.
bâtir son quartier. Vous êtes un groupe de ressources techniques en habitation. Vous avez construit plus de 14 000 logements, ce qui fait de vous un développeur immobilier important au Canada. Qu'est-ce que vous diriez que ça change d'être une entreprise d'économie sociale, notamment au niveau de la résilience? Ben, moi, je dirais, un des premiers éléments, c'est qu'on est porté par une mission. On vend des services, hein, mais l'objectif de la partie économique, c'est pour répondre à une mission. Ce qui fait une différence fondamentale, puis là, je vais le donner en exemple pour moi. Moi, ce que j'ai trouvé toujours extraordinaire d'être dans une entreprise d'économie sociale, c'est que je suis une entrepreneur, donc je peux être entrepreneur, avoir toute la partie économique, mais en même temps concilier mes valeurs, toutes les valeurs sociales. Donc, être dans une entreprise d'économie sociale, c'est avoir une gouvernance qui est démocratique, un conseil d'administration, des gens qui orientent, des gens de la communauté. C'est travailler à redonner, à la prise en charge. Okay? La plupart des entreprises d'économie sociale ont des méthodes de travail qui permettent l'appropriation des usagers. C'est aussi répondre à des besoins essentiels. Mais le principal pour moi, c'est mixer l'économique à une mission sociale. Puis, on n'a pas demandé pour moi dans la pandémie au niveau de l'habitation, mais au niveau de l'habitation, bon, comme n'importe quelle entreprise, on a eu à se tourner sur une scène pour organiser que les services n'arrêtent pas, qu'on forme les gens à distance, que les visites de logement, mine de rien, quand tu es en pandémie, c'est pas simple. On ne voulait pas retarder les prises de possession. Mais l'élément pour l'habitation, l'élément fondamental dans la pandémie, c'est de mesurer, OK, puis qu'on espère que c'est partagé, mais pas on espère, c'est partagé par plusieurs, comment un chez-soi, comment un logement, c'est important et comment on n'est pas tous égaux dans la situation qui vient de se passer, dans la pandémie, parce que ton logement, là, si t'as pas il y a du monde qui ne sont pas dans les mêmes qualités de logement. Hein. Si tu es dans une petite chambre, ce n'est pas la même chose être confiné. Si tu es surpeuplé, si ton logement est mal insonorisé, si tu es à une paye aussi, tu sais, il y a toute la situation de, souvent on en parle, les gens sont à une paye de la rue. Tout le déficit en logement abordable, on l'a vu sur la rue Notre-Dame, les gens qui n'étaient pas en itinérance se sont retrouvés à la rue. Fait que c'est une affaire que la pandémie a, je dirais, mis en évidence, c'est comment c'est important d'avoir un logement décent, accessible, adapté à tes besoins, qui répond à ta capacité de payer. Tout à fait. Et je pense qu'on l'a vu aussi, Benoît, en termes d'alimentation. L'insécurité alimentaire a également fait un bond fulgurant. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez dû rapidement pouvoir y répondre. C'est aussi une opportunité hein, de réaliser certaines choses. Et je crois que l'entrepreneuriat collectif est aussi une question d'opportunité de voir les besoins qui émergent. Dans ces actions-là, les milieux HLM se sont trouvés avec... Avant la pandémie, on rejoignait à peu près 10% des personnes en difficulté fragiles dans les milieux HLM. On est passé à 35% du jour au lendemain par cette réalité qui donnait accès à des personnes qu'on ne fréquentait pas ou qui ne côtoyaient pas nos services pour plein de bonnes raisons ou de mauvaises raisons avant. On l'a dit tout à l'heure, l'économie sociale, puis vous en êtes la preuve, est un modèle partout à travers le monde. On accueille régulièrement des délégations provenant d'un peu partout qui veulent s'inspirer de ce qui se fait au Québec. Je me retournerai vers vous, Jean-François. C'est quoi la recette qui fait que l'économie sociale se développe davantage ou se développe au Québec d'une façon aussi, je dirais aussi structurée et de belle façon? Il y a une organisation importante, en fait, puis là, je vais parler plus de tous ceux qui travaillent à la finance solidaire. Donc, cette organisation qui est là pour soutenir, en fait, et voir émerger, développer l'entrepreneuriat collectif, ces entreprises d'économie sociale. Il y a aussi le tissu communautaire qui était quand même très important, principalement dans les quartiers centraux montréalais, mais un peu partout sur l'agglo, donc qui a donné naissance à bon nombre d'entreprises d'économie sociale. On revient toujours avec la dimension du servir, en fait, sa communauté, répondre à des besoins de la communauté, donc le local. Je pense que cet élément-là, c'est l'élément clé. Donc, il y a à la fois les groupes, les organisations, les milieux qui se sont donné des moyens et c'est structuré depuis
une dizaine, quinzaine d'années maintenant, et de plus en plus fort, un réseau efficace de finances solidaires dont fait partie PME Montréal, là, mais c'est un écosystème complet sur lesquels peuvent compter les entrepreneurs donc, de l'économie sociale. Je ne sais pas s'il y en avait qui voulaient rebondir là-dessus. Oui, Edith? Je dirais que ce qui fait que l'économie sociale peut se développer au Québec, c'est aussi tout le réseau d'accompagnement. Okay? Je prends l'habitation, ce qui s'est développé au niveau du Québec, puis sur Montréal, c'est l'accompagnement que les groupes de ressources techniques ont fait pour permettre à l'habitation communautaire de se développer. C'est la même chose. Les PME sont là pour accompagner les entreprises dans leur développement, leur croissance. Il y a le réseau financier, il y a tout l'appui financier, mais il y a tout le réseau d'accompagnement. Travailler avec du monde qui comprennent l'économie sociale, qui sont prêts à la supporter, qui croient dans notre capacité de faire des affaires, d'emprunter, de rembourser, ça fait une différence sur son développement, je dirais. Effectivement, et je vois qu'il y en a qui opinent. Jean-Emmanuel? Bien, je pense qu'il y a aussi, c'est un historique de long terme. Je peux donner l'exemple des entreprises adaptées. Nous, comme Accès Service, ça fait 45 ans qu'on existe et on est environ une quarantaine d'entreprises adaptées au Québec. Et ça fait en moyenne 35 ans qu'on existe. Donc, il y a un entrepreneur social qui existe depuis longtemps. Donc, avec ça, il est venu plusieurs projets, mais je pense que historiquement aussi, c'est important quand l'histoire qu'il y a derrière. Tout à fait, puis il faut le mentionner, on parlait de la résilience des entreprises d'économie sociale, mais elles ont une durée de vie très, très longue. Et donc, vous en êtes la preuve avec 35 ans d'existence, notamment avec Axia, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'entreprises d'économie sociale. Je ne sais pas, Benoît, si tu voulais rebondir là-dessus, toi qui es aussi membre, qui est une entreprise d'insertion, mais qui fait partie aussi d'un grand réseau d'entreprises d'insertion à travers le Québec. Le réseau est large, hein, il a beaucoup d'implications partout dans sa communauté et je dirais que je rebondirai à la fois sur ce que tu dis, puisque Jean-François disait tout à l'heure au niveau de l'action communautaire, l'économie sociale et les organisations en entreprise d'insertion ont développé des modèles d'affaires qui nous donnent une certaine autonomie financière. Donc on a aussi un genre de responsabilité vis-à-vis de notre réseau communautaire de montrer un cheminement et un partage d'expertise sur la progression puis l'autonomie qu'on peut donner dans notre modèle d'affaires d'un côté. Puis de l'autre côté, les grands donneurs d'ordre, on parlait tout à l'heure de la cantine pour tous, c'était avec la ville de Montréal, mais je suppose que tu as parlé de l'initiative L'économie sociale J'achète, notre capacité à travailler avec des grandes corporations dans notre cas de figure, que ce soit l'aéroport de Montréal ou le port de Montréal ou d'autres institutions, nous ont permis de développer des pratiques commerciales. Dernièrement, avec la crise, assurer la création de la commercialisation en ligne. Il y a plein d'agilité qu'on arrive à avoir au niveau de l'économie sociale. Et justement, vous en parlez de la capacité de faire affaire avec les grandes institutions. Vous l'avez démontré, vous avez évoqué l'économie sociale J'achète, qui est effectivement une initiative que porte le CESIM depuis plusieurs années, qui vise à mettre en lien les grandes institutions publiques et les entreprises d'économie sociale montréalaises. On a jusqu'à présent 30 grandes institutions publiques, dont Desjardins, dont Aéroport de Montréal, la Ville de Montréal et évidemment plusieurs autres, et des entreprises d'économie sociale qui ont envie de percer ces marchés-là. Si on prenait, et d'ailleurs, ce que je dois dire, c'est que dans notre dernière édition, on a eu plus que 500 contrats qui se sont signés pour une valeur de plus de 15 millions de dollars entre les entreprises d'économie sociale et les grandes institutions. Évidemment, on veut accroître la valeur de ces contrats-là et on continue de le faire, mais comme tu as lancé la discussion, Benoît, vous avez notamment, et vous avez toujours un contrat avec la CSN pour la cafétéria. Qu'est-ce que ça change? Je pose la même question d'être une... C'est quoi l'avantage de faire affaire avec une entreprise d'économie sociale? On pourrait parler de valeur. Quand une organisation comme la CSN décide de nous donner le contrat des services alimentaires chez eux, c'est pour nous doubler notre volume d'affaires, mais c'est aussi être en mesure de mettre en perspective et en visibilité notre capacité de formation en insertion dans un milieu réel de travail. Donc, on était en mesure de démontrer le professionnalisme de l'entreprise d'insertion, mais de l'activité d'économie sociale. Donc, ça, c'est des choses qui étaient une plus-value énorme parce qu'à chaque fois qu'un contrat ou qu'une collaboration avec une grosse corporation sort du lot, on apprend à discuter avec eux, on apprend leur langage, on apprend à se faire connaître d'eux et on apprend à démontrer notre capacité, on se décomplexe.
sur notre capacité à développer un modèle d'affaires et de vendre des produits et des services de qualité avec une plus-value sociale derrière. Je rebondirai sur la notion de l'OBNL. On partait de l'organisme à but non lucratif. L'économie sociale a un but lucratif, mais c'est ce qu'on fait de cet argent-là et pourquoi on le fait qui a une plus-value fort intéressante. Vous, notamment, ça a permis, Benoît, de permettre notamment aux gens qui sont en insertion chez vous d'avoir un lieu pour ensuite aller travailler, n'est-ce pas? Ah ben, complètement. Aujourd'hui, on a même 50% de nos effectifs qui sont issus des entreprises d'insertion en employés permanents, mais c'est un levier. Le fait d'être dans une cafétéria en milieu d'entreprise, l'anxiogène en tant que participant en insertion, d'avoir des clients, d'être en présence d'une vraie entreprise, ben ça a démystifié beaucoup de choses. Et puis, il y a plein de savoir-être, savoir-faire que ces gens-là ont appris dans ce milieu-là. Et quand ils arrivent sur le marché du travail, ben, ils sont plus à l'aise, ils sont plus outillés sur le plan humain, pas uniquement sur le plan technique de formation. Edith, si vous voulez intervenir. Oui, et je dirais que pour l'entreprise qui fait affaire avec une entreprise d'économie sociale, ben, chaque dollar qu'elle investit, ils ont des retombées. Bon, en plus, c'est un bon service que tu vas avoir, c'est une retombée économique, mais ça a une retombée sociale. Donc, il y a un avantage pour la grande entreprise ou l'entreprise privée de faire affaire avec des entreprises d'économie sociale. Ton argent, elle va dans du local, mais elle va aussi à quelque chose qui a un objectif, une mission sociale. Fait que ta même pièce a doublement de retombées, un peu comme tu disais en introduction, Anil. Oui, c'est en fait $1 en économie sociale en vaut 2. Exact. Un pour le produit et service acheté et un autre pour les retombées sociales et économiques. Jean-Emmanuel, vous faites partie de l'initiative L'économie sociale J'achète. Vous avez notamment décroché des contrats importants avec Énergie et d'autres, évidemment, et sur appel d'offres. Qu'est-ce qui fait que les institutions veulent travailler avec les entreprises d'économie sociale? Bien, la mission, je pense, comme que Edith disait, c'est que souvent, on peut, comme nous, on offre d'entretien ménager commercial, on s'entend au centre-ville, tout le monde a besoin d'un service d'entretien ménager commercial, mais le fait de travailler avec une entreprise d'économie sociale, c'est que le service que nous, on rend, qui est à une bonne valeur, qui est à une juste qualité-prix, mais en plus, il y a un impact direct. Juste pour donner un exemple, nous, Axia, il y a 6 ans, c'était 200 employés. Actuellement, on est rendu à 700 employés. Et sur ça, 75% de notre main-d'œuvre, c'est des gens qui font partie d'un programme qui ont une limitation. Donc, ça a permis, entre autres à cause de l'économie sociale J'achète, on est très actifs dans le cadre du programme depuis le début. On a eu beaucoup de partenariats avec Desjardins, Énergie, la Ville de Montréal, plusieurs. Et donc, chaque nouveau contrat a permis de créer un emploi à des gens qui, sinon, ne seraient pas sur le marché du travail. Donc, en plus, pour eux, d'avoir une estime, de faire partie de la communauté, c'est aussi un gros impact économique pour la société parce que ces gens-là, souvent, avaient été sur des mesures passives et maintenant sont sur des mesures actives. Donc, oui, on reçoit une subvention pour payer leur salaire, mais automatiquement, ça devient des citoyens comme tout le monde qui ont un travail et qui vraiment participent grandement. Puis je pense que c'est important de mentionner, souvent on pense que les entreprises d'économie sociale ont beaucoup de subventions, mais un des chiffres du portrait statistique qui ressort, c'est que 90% des revenus des entreprises d'économie sociale sont issus de la vente de produits et services. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, bien, tu l'évoques, en fait, lorsqu'il y a subvention, c'est pour soutenir la mission sociale et non pas le volet économique, parce qu'évidemment, on travaille dans certains cas avec des populations qui sont plus vulnérables. Marika, vous avez établi une collaboration avec en fait, la Ville de Montréal qui vous a en fait cédé de façon transitoire un local dans l'îlot voyageur pour, je pense, une durée de 2 ans. Qu'est-ce que ça vient changer, ce partenariat-là avec la Ville de Montréal pour les activités de votre entreprise? Puis on ne l'a pas dit assez, c'est une entreprise qui est unique en Amérique du Nord. Oui, en fait, ce projet de dépôt, on l'a commencé de zéro. Et même quand on a commencé ce projet de dépôt, on parlait de l'abolition de la consigne, même si c'était la chose la plus fou au monde. Et la coopérative, les valoristes, on voulait s'ancrer dans les centres-villes parce qu'on savait qu'il y avait un besoin avec les gens, les festivals, les supermarchés qui n'avaient pas de place.
Fait qu'on on a une collaboration de 8 ans avec l'éponge à Cartier. Les valoristes ont toujours pu prendre des espaces qui étaient vides et qui servaient basiquement à rien et transformer dans un espace utile pour la communauté avec une activité économique qui c'est les points de dépôt. Dernièrement, on a eu un nouveau partenariat avec la Ville de Montréal qui nous donne un espace transitoire justement dans l'îlot voyageur, un espace qui notre fois était servi à rien, était vide, où on va pouvoir opérer notre dépôt pendant un temps en continu de 12 ans. Ça, c'est quelque chose de génial. C'est génial pour la coopérative parce qu'on va pouvoir développer plusieurs différents projets, mais c'est génial aussi pour notre clientèle, pour les citoyens, les entreprises qui utilisent nos services parce qu'on ne va pas bouger. Chaque année, sur les ponts, on bougeait. Fait que les mondes nous perdaient. Chaque été, c'était à recommencer les contacts avec les valoristes, avec les citoyens, les résidents, etc. Puis avec ce nouveau partenariat, ces prêts d'espace, on va pouvoir donner une utilité à un espace qui servait à rien et on va pouvoir desservir plus de monde puis ramasser plus de contenants. Fait que c'est génial, ça donne une sécurité pour la coopérative et ça nous permet aussi de développer et spécialement avec la nouvelle consigne qui s'en vient, peut-être avoir un espace comme point de dépôt dédié par les gouvernements qu'est-ce qu'ils pensent de mettre en place, là. Effectivement, puis au moment où on se questionne notamment sur le centre-ville, je pense que ce partenariat-là illustre aussi comment on peut revaloriser ou trouver des solutions également qui permettent l'inclusion aussi de tous et une mixité au centre-ville. Edith, on a parlé en fait, des entreprises qui travaillaient avec des grands donneurs d'ordre, mais vous, dans votre cas, c'est l'inverse. Vous êtes un donneur d'ordre. Comment ça se traduit, ces partenariats-là? J'imagine, dans vos projets, vous avez des partenariats nombreux avec plusieurs, y compris avec le secteur privé. Oui, ben, l'habitation, je dirais que c'est quasiment dans l'ADN de l'habitation, de travailler en partenariat, en collaboration. Tu ne crées pas un milieu de vie si tu ne le travailles pas avec les différents acteurs. Donc, on a du partenariat autant avec l'arrondissement, la ville centrale, le secteur privé, institutionnel, communautaire. On est un peu ce que tu disais, on est un peu dans l'inverse, on est un donneur d'ouvrage. Je dis souvent, nous, en habitation communautaire, l'économie sociale, c'est le développeur, nous, et les organismes porteurs, l'organisme sans but lucratif ou la coopérative. Sur le reste, on utilise des entrepreneurs généraux, des notaires, des ingénieurs, des architectes. On fait rouler une partie de l'économie, parce qu'on le sait, de la construction, de la rénovation, c'est générateur de contrats, d'emplois. On fait affaire, par exemple, avec des entreprises d'économie sociale, là où elles livrent des services qu'on peut utiliser en habitation communautaire. Pour donner un exemple, quand on dit donneur d'ouvrage, ben, en 2019, là, nous, les projets qui étaient en chantier, on en avait pour 414 millions qui roulent. Ce n'était pas l'ensemble des projets sur lesquels on travaillait, c'est juste ceux qui étaient en chantier ou qui ont été occupés dans le courant de l'année. Ça, c'est pour une année, un groupe. On est plusieurs sur l'île et dans la province. Mais pour revenir au partenariat, si ce n'était pas des partenariats, on n'arriverait pas à faire des projets aussi extraordinaires qu'on fait. Puis si je donne un exemple, on a été sollicité à un moment donné par un entrepreneur qui dit « Moi, je ne suis pas spécialiste du recyclage. Est-ce que vous seriez prête à prendre le bâtiment à recycler? » On a dit certainement. Excusez l'expression, mais le team qu'on a fait ensemble, entrepreneurs, organismes du patrimoine dans le milieu, organismes communautaires, les résidents et les résidences, parce qu'évidemment, l'habitation communautaire, c'est ça aussi, bien, ça a donné le meilleur projet. Puis à la fin, bien, le monde, on était collectivement fiers du résultat. Je pense que les exemples que vous avez évoqués démontrent l'importance des partenariats, des partenariats qui sont très divers, autant des partenariats avec la grande entreprise, le secteur privé, la Ville de Montréal. Ça met la table, je trouve, pour peut-être aborder un petit peu plus comment l'économie sociale
peut jouer un rôle encore plus grand dans la relance qu'on doit envisager, même si, bon, il y a encore certains écueils. Je reviendrai avec ce que tu avais commencé à évoquer, Marika, en disant, on le sait, on a des enjeux majeurs là, en termes de recyclage, bon, tous les contenants consignés. Quel rôle pourrait jouer notamment les valoristes et peut-être élargir ce rôle-là ou en tout cas le développer encore davantage dans le contexte où on pense à justement la transition écologique et ce serait quoi, vous, ce rôle-là que pourrait jouer votre organisation? Mais bon, présentement, là, aujourd'hui, la moitié de tous les contenants en boisson au Québec sont consignés. Et de cette moitié-là, on jette par jour 1,5 million de contenants consignés dans les poubelles. Ça, c'est équivaut à 30 millions de dollars qu'on jette aux poubelles déjà aujourd'hui. Okay? Mais il y a des raisons pour ça, parce que le système est compliqué. Il n'était pas modernisé depuis 30 ans. Il y en a une annonce du gouvernement provincial où ils sont en train de le faire, de changer les lois pour incorporer tous les contenants à boissons dans le système de consigne. Fait que ça veut dire qu'on aura des énormes quantités de contenants à récupérer. Ça va être plus facile. Puis, toutes les provinces qui ont fait cette pas-là, la quantité de contenants qui retournaient au système pour le recyclage ont augmenté de façon exponentielle, là, comme à 90% de retour de contenants, parce qu'il y en a cet incentive financier. Dans ce nouveau système que le gouvernement veut implanter, il parle beaucoup de points de dépôt, comme le nôtre, qui vont être là pour recevoir les contenants. Aujourd'hui, c'est les détaillants. Les détaillants, ce n'est pas leur activité économique principale, les retours de contenants consignés. Fait que ces points de dépôt, comme ça existe déjà ailleurs au Canada, qui plusieurs sont en économie sociale, va pouvoir reprendre tous ces contenants-là. Puis, bon, la coopérative, nous, les valoristes, on espère être peut-être un modèle à suivre parce qu'on a commencé ce projet-là avec beaucoup de passion et vision. Et on savait qu'il y avait un modèle économique qu'on pouvait profiter pour gérer cette entreprise. C'était pas du vide. Comme je dis, il y a des modèles d'entreprises d'économie sociale au reste du Canada qui font qu'est-ce qu'on fait, qu'on veut faire ici, qu'on fait déjà. Alors, on espère servir des modèles et que l'économie sociale soit là-dedans parce que les valoristes sont des acteurs très importants dans le système de consigne et les retours de ces contenants dans le système. Ils sont en train de ramasser des contenants qui sont partout, qui sont abandonnés dans la nature. Et quand on fait des entreprises d'économie sociale, on peut avoir comme mission d'aller les chercher pour les faire travailler dans ces dépôts-là. Où ils se sentent confortables parce que c'est une activité qu'ils font déjà. Fait que j'espère que tout ça va être pris en considération avec qu'est-ce qui s'en vient pour le système de consigne au Québec. Donc, un beau créneau à développer avec l'économie sociale, puis on a déjà un modèle sur lequel s'appuyer pour la relance. Jean-Emmanuel, Benoît, vous êtes dans plus le secteur de l'insertion. Vous travaillez avec des gens qui sont des fois dans des situations précaires ou qui ne trouveraient pas ou difficilement un emploi là, dans d'autres contextes. Comment vous voyez votre rôle dans la relance de l'économie? Bien, pour nous, dans le fond, ça va être d'avoir des possibilités d'emploi. Souvent, quand le taux de chômage monte, c'est des gens qui ont les moins de capacité, si on veut, qui vont être les premiers souvent à peut-être être sur le chômage. Donc, pour nous, c'est de continuer notre croissance pour avoir plus d'emplois à offrir. Donc, on le voit présentement, on le voit depuis l'été dernier, on a de plus en plus de candidats qui viennent vers nous. Donc, avant la crise, il y avait une forte pénurie de main-d'œuvre. Ça se ressentait aussi, nous, dans notre type d'entreprise, parce que les gens qui avaient amené nous voir se trouvaient des emplois. Tandis que là, c'est un peu le retour du balancier. Les gens ont été peut-être les premiers à perdre leur emploi, donc ils reviennent vers des programmes comme nous
qui leur donne une ouverture donc, dans une entreprise adaptée, qui a un milieu de travail qui est bien fait là, pour les recevoir. Donc, on a besoin de plus de main-d'œuvre, ça tombe bien, puis on peut donc de plus en plus offrir des emplois, puis on les accueille. Donc, à chaque mois, il y a un flux, si on veut, de travailleurs là, qui vient vers nous. C'est bien, c'est comme une situation complètement inattendue alors qu'on vivait une pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, en tout cas, dans votre cas, plusieurs... Dans notre cas, puis ce qui est bon, c'est que les gens peuvent... Une entreprise adaptée n'est pas nécessairement comme une entreprise d'insertion, c'est une transition. Les gens peuvent rester chez nous. Nous, on a des employés que ça fait 35 ans qui sont avec nous, mais c'est aussi il y a de plus en plus aussi de gens qu'on transige vers le marché régulier, fait qu'on sait quand que l'économie va reprendre, mais ces gens-là auront eu une expérience et seront prêts pour retourner vers le marché régulier de l'emploi. Donc, c'est du donnant-donnant pour tout le monde. Effectivement, effectivement. Benoît? Nous, le secteur de l'alimentation est durement touché tout de suite. Je tire mon chapeau, entre autres, aux restaurateurs. Le modèle de formation, la façon dont on va réintégrer les gens qui passent par nos formations pour rejoindre le milieu de travail va probablement vivre quelques soubresauts puis quelques ajustements dans les années à venir. L'univers de la restauration est voué à évoluer tout de suite. On doit évaluer, on doit s'ajuster puis s'adapter avec lui pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc, il va falloir repenser nos pratiques de partenariat avec l'univers de l'entreprise pour savoir comment on accompagne plus loin dans l'entreprise l'intégration de ceux qui quittent nos modèles de formation. Et puis aussi développer d'autres pratiques complémentaires. Nous, en ce qui nous concerne, c'est développer une ferme agricole dans le complexe industriel du 5600 Hochelaga, où on fait un partenariat avec le milieu industriel pour développer d'autres modèles d'employabilité et d'insertion au marché du travail. Et en même temps répondre à des problématiques de fluctuation de prix en approvisionnement pour la sécurité alimentaire. Donc, c'est garder cette agilité dans nos pratiques pour répondre à les opportunités qui vont se présenter dans les mois et les années à venir. Edith, en habitation, qu'est-ce qu'on entrevoit? On l'a vu, je l'ai dit tantôt, comment l'habitation, c'était au cœur, comment est-ce que c'est important. Ça prend un emploi, on a besoin de soins de santé, de se nourrir, mais il faut aussi se loger. On parle d'une relance durable, inclusive, solidaire, avec un impact économique. Nous autres, on dit, évidemment, l'habitation communautaire répond à tous ces critères-là. Investir en habitation communautaire, c'est investir dans quelque chose qui a un impact à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Hein. Les habitations qu'on développe aujourd'hui, ils sont là pour les 100 prochaines années là, et plus. Donc, on dit l'habitation communautaire, ça a un impact économique, c'est générateur d'emplois, ça ramène des taxes par la suite, parce que l'habitation, ça paye des taxes dans le temps. Ça a un impact social. Les ménages, quand ils ont un logement qui est à un prix accessible, bien, ils dégagent de l'argent pour d'autres besoins essentiels. Ça l'économise en santé. Le gouvernement du Québec a sorti des chiffres qui disent, ben oui, bien loger les personnes âgées dans le communautaire, ceux qui ont des besoins particuliers, on fait des économies. On contribue à la revitalisation des quartiers, on lutte contre la pauvreté. On a un ancrage local, on parle beaucoup de ça, mais c'est important, un ancrage local. Ben, nous, à bâtir, et comme les autres groupes de ressources techniques, on est prêts. On est capable, on a fait les preuves qu'on est capable de développer, de répondre à ce développement-là. Hein. On est capable d'être même dans le volume. Donc, je dirais que comment on voit notre rôle, c'est continuer à faire le travail qu'on fait là. On verra dans un souhait que je pourrais faire ultérieurement. Mais on est là, on est prête à y répondre et à développer. Oui, à contribuer. Jean-François, comment l'économie sociale pourrait jouer un rôle encore plus grand dans le contexte de la relance? Je pense que l'économie sociale va jouer un rôle encore plus grand parce que c'est la pandémie nous aura permis, en fait, de repenser possiblement la consommation, les modes de production, le transport, puis redonner un sens, en fait, à l'économie. On revient, en fait, à cela. Et je vous dirais, dans le fond, que PME Montréal et l'écosystème financier, en fait, PME Montréal va continuer à accompagner, en fait, à offrir ses services d'accompagnement et ses services, et son financement, en fait. Nous serons probablement encore plus patients et plus flexibles au niveau du financement parce que pour nous, les différentes phases de transformation que les entreprises
entreprises d'économie sociale vont vivre au cours des prochains mois, des prochaines années, va être crucial, en fait, pour leur développement. Et je pense qu'on peut jouer un rôle important avec eux. Merci Jean-François. Je me permets de prendre quelques questions qui nous viennent du public qui nous écoute. J'en prends une qui dit « Si la crise vous a appris quelque chose dans l'exécution de votre rôle d'entrepreneur d'économie sociale, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez appris? » Marika? Ouais, comment c'est important d'être là pour les gens quand ils ont besoin. Puis voilà, et d'avoir une excellente équipe, parce que c'était au début c'était pendant la pandémie, on était, vous savez, c'est un petit peu plus maintenant, mais on ne connaissait pas tous que c'était cette pandémie-là. Mais on a suivi les mesures de la santé publique, puis on était dehors, puis on est allé là, et on avait hâte d'aller pouvoir rejoindre nos gens et être là pour eux. Edith, tu voulais rebondir? Bien, je ne sais pas si c'est appris ou confirmé, mais mettons, pour moi, la pandémie, ce que ça a confirmé, c'est comment c'est important de répondre aux besoins essentiels, comment on doit travailler à faire les affaires autrement, comment on doit repenser nos modèles de développement, puis comment l'économie sociale travaille proche des besoins bien ancrés. Ça a confirmé le rôle, l'importance de l'économie sociale, le rôle et la mission de l'organisation où je travaille, l'habitation. Moi, c'est plus des confirmations et comment l'économie sociale peut être un réel outil, atout dans une relance avec les valeurs et les principes qu'on a émis au début et qu'on partage avec la Chambre de commerce. J'ai une question aussi, puis je vois le temps qui avance, puis j'aimerais ça qu'on puisse y répondre. Puis je m'adresse peut-être à toi, Jean-Emmanuel. En fait, la question est à Edith aussi, mais je pense que Jean-Emmanuel, tu peux y répondre également. Comme entreprise privée, comment est-ce que je fais pour identifier quels besoins de mon entreprise pourraient être répondus par une entreprise d'économie sociale? Évidemment, pour trouver ensuite l'entreprise désignée. Edith, Jean-Emmanuel, comment on fait pour savoir si on pourrait travailler avec une entreprise d'économie sociale? Comme travailleur? Non, je pense que ça vient d'une entreprise privée qui aimerait ça travailler avec vous. Premièrement, c'est comme nous, on est un fournisseur de services. Donc, vous avez sûrement des compagnies à qui vous faites affaire, à qui vous avez besoin d'un service. Et des fois, c'est peut-être juste de se questionner, est-ce que ce service-là existe en économie sociale? Souvent, oui. Peut-être Anil, tu pourras me corriger, là, mais je sais qu'il y a des entreprises d'économie sociale dans énormément de secteurs, certains secteurs qu'on ne soupçonne pas. Donc, souvent, c'est peut-être d'identifier où vous avez des besoins. Ce n'est pas de se créer des besoins, c'est de voir à travers vos besoins actuels lesquels que je peux diriger possiblement vers l'entreprise d'économie sociale. Ensuite de ça, il y a le CISM qui existe, ou il y a le répertoire des entreprises, il y a le chantier d'économie sociale aussi qui existe. Vous pouvez aller voir par rapport à vos besoins s'il y a des entreprises qui pourraient y répondre. Et si vous avez des besoins actuels qu'aucune entreprise, autant privée qu'économie sociale, répond, bien là, c'est peut-être parler avec les CISM parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs collectifs, il y a des programmes d'entrepreneurs collectifs, beaucoup de jeunes de start-up maintenant qui se dirigent vers l'entrepreneuriat social au lieu d'aller vers les entreprises standards. Donc, eux, souvent, ont des projets. Moi, je suis membre du conseil aussi là, à Laval, du pôle d'économie sociale de Laval, et il y a eu avec le Collège Montmorency un beau programme là, pour justement des start-up en économie sociale. Il y a plein de projets qui ont été issus suite à des besoins que personne ne comblait. Donc, je pense que c'est ça. Et même, il y a des entreprises d'économie sociale existantes qui, lorsqu'il y a des besoins qui sont non comblés, peuvent aussi y répondre. Mais effectivement, c'est souvent très agile parce que c'est pas tant comme nous. On existe à cause d'une mission. Oui, on offre 3 services depuis des années, mais si un nouveau service nous permettrait de rejoindre davantage notre mission, de toucher une clientèle de gens qui ont des limitations qu'on ne touche pas actuellement, on va être les premiers à vouloir se lancer parce qu'on va répondre à notre mission avant toute chose. Sans répéter ce que Jean-Emmanuel dit, c'est si vous ne savez pas, mettons, effectivement, s'il y a une entreprise dans le secteur, là, on vous réfère au CISM. Si vous connaissez l'entreprise, bien, je vous inviterai à appeler l'entreprise directement, puis de voir comment, parce qu'il y a une grande ouverture, comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce que vous offrez comme service. Et là, il y a un échange possible, puis un partenariat ou une collaboration. Mais comme Jean-Emmanuel le dit, si vous ne savez pas,
CESIM. Et si le besoin n'est pas répondu, on va essayer de travailler pour que des entreprises d'économie sociale se développent dans ce sens-là avec le CESIM. Et on a souvent des appels à cet égard-là et je vous dis que c'est très rare qu'on ne trouve pas une entreprise d'économie sociale qui est capable de répondre aux besoins. En terminant, je vais vous poser une dernière question qui est votre vœu pour l'économie sociale pour qu'on se laisse sur une note qui nous amène peut-être plus vers le futur et l'espoir. Un vœu pour l'économie sociale ou pour votre secteur d'activité? Edith? Ben, moi, je souhaite que la relance soit réellement inclusive, durable, solidaire et que dans ce sens-là, conséquemment, que l'économie sociale soit au cœur de cette relance-là. Pour l'habitation, ben, ce que je nous souhaite, c'est un grand chantier. Okay? Le message que je porte en plus, ou mon souhait, je vais le dire comme ça, il est porté par le secteur économique, le secteur institutionnel, les syndicats, le communautaire, philanthropique. On a rarement vu autant d'acteurs qui disent la même chose ou qui demandent la même chose au gouvernement. C'est, écoutez, un chez-soi, une habitation, c'est important. Donc, je souhaite un grand chantier d'habitation communautaire. Benoît? Merci. Le monde change, hein. Le monde évolue, l'entreprise évolue, le milieu de travail évolue, les valeurs que l'économie sociale porte et la façon dont l'entreprise d'insertion amène le monde sur le marché du travail fait partie clairement prenante de ce que demain va être. L'industrie traditionnelle, l'univers de l'entreprise traditionnelle doit donner ses lettres de noblesse à l'économie sociale. On demande depuis des années pour ceux qui nous ont déjà accueillis qu'on travaille dans la durée avec les gens. Les entreprises qui viennent collaborer avec nous le restent de façon durable et de façon dans le temps forte. En ce qui me concerne, j'irai sur la mission de base de notre corporation qui est la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le droit à l'alimentation devrait, comme le logement, être quelque chose qui ne se discute même pas. Un enfant qui ne mange pas n'apprend pas. Un aîné qui ne mange pas s'isole et dépérit. Et ce droit-là passe pas par faire des dons, par faire affaire avec les organisations qui travaillent en sécurité alimentaire. Acheter chez nous, le 1 $ donne 2 $, c'est vraiment concret. Allez dans cette sphère-là. Merci, Benoît. Jean-François? Une relance inclusive aussi, où l'économie sociale est représentée dans tous les secteurs d'activité. Puis un souhait encore plus important est que des programmes et des incitatifs financiers liés à la R&D leur soient accessibles, peu importe leur forme juridique. Merci. Jean-Emmanuel? Qu'il y ait des politiques publiques d'achat responsable. Si on le voit, nous, on fait affaire avec beaucoup d'institutions qui en ont, qui sont en avance par rapport aux institutions publiques. Donc, vraiment que le gouvernement, on a eu une annonce la semaine dernière par rapport à ça, par rapport au développement durable, mais que les lois et que les politiques d'achat soient concrètement, qu'il y ait des clauses concrètes en achat, développement durable, économie sociale et aussi innovation. Merci. En terminant, Marika? Bon, comme j'avais dit, le gouvernement a annoncé l'élargissement de la consigne et la création de 400 points de dépôt pour les retours de contenants consignés. Alors, j'espère que l'économie sociale soit une partie importante de ces plans et, comme point de dépôt et qu'on a en place surtout dans des zones urbaines. Merci infiniment à vous tous et toutes d'avoir participé à cette causerie virtuelle. Ça a été fort intéressant. Dans mon cas, je vais repasser la parole à Julie pour la suite des choses. Merci à tous et merci aux gens du public, évidemment, qui étaient avec nous ce midi. Merci beaucoup, Anil. Effectivement, merci à tous. C'était très, très, très intéressant. Je pense que c'est peut-être même le bon moment pour vous rappeler que si vous adhérez au principe de la grande déclaration dont Michel Leblanc a parlé en introduction et que plusieurs d'entre vous avaient rappelé, les gens de la logistique de l'événement ont partagé le lien. Là, alors, je vous encourage fortement à aller le signer. Plus on sera nombreux à l'avoir signé, plus le message va porter et je vous
promet que la Chambre va porter cette déclaration tout au long des prochains mois. Alors, merci au nom de la Chambre et de nos partenaires d'avoir été avec nous ce midi. Je vous rappelle que l'événement a été organisé dans le cadre du mouvement économique métropolitain Relançons Montréal. Pour découvrir la programmation complète, je vous invite à visiter le site de Relançons à www.relançonsmontréal.ca. Et je vous propose qu'on termine la causerie de ce midi en regardant la vidéo du mouvement. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec nous et bonne journée. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal.